17h, 19h. Passage. 17h, 19h. Passage. Mélissa. Passage avec Mélissa. Bonsoir à toutes et à tous, il est 17h05 et c'est l'heure de Passage, votre magazine culturel quotidien. Nous sommes lundi, c'est la reprise, le début de la semaine et pour cette première émission justement, nous ferons un petit tour de la culture plutôt diversifié puisque je suis avec Éline, Estelle et Claire. Bonsoir les filles, comment allez-vous ce soir ? Bonsoir. Bonsoir, tout va très bien. Tout le monde va bien, c'est pas trop dur la reprise le lundi ? Non, surtout quand on travaille pas. Tu as bien de la chance alors. Alors petit tour de table pour commencer, à propos des thématiques du jour. Éline, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors je parle d'un film en noir et blanc sur un drame avec un couple. Ça va être assez sympa. Avec un son un peu particulier pour faire un peu de suspense. Ouais, Il y a voilà. une histoire de pied, une histoire de quelque chose d'assez étrange. Et donc toi Estelle, tu vas nous parler comme tous les lundis de Lucchini et de ses débuts, mais de quoi précisément ? Oui, alors toujours ses débuts, mais cette fois au théâtre et spécialement avec Le Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Et donc toi Claire, ce sera un instant poétique. Qu'est-ce que tu nous as réservé aujourd'hui ? Alors moi, avec l'actualité récente, je vais vous parler liberté d'expression avec les 6 poèmes censurés, donc les poèmes interdits de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Durant cette première heure, donc, nous écouterons donc nos 3 chroniqueuses et nous discuterons. Il y aura probablement un peu de débat également à propos de l'actu. On est de retour en direct et vous êtes à l'écoute de Passage, votre magazine culturel quotidien. On va changer d'ambiance pour passer à quelque chose de plus grandiloquent, puisque tout de suite, c'est la chronique Lucchini. Lucchini. Estelle, c'est à toi. Oui, donc rebonjour à tous. Cette semaine, donc, comme je vous le disais, nous allons entrer plus en détail sur le jeu d'acteur de Fabrice Lucchini, mais cette fois-ci au théâtre. S'il fait ses débuts dans des petits rôles, notamment dans un Shakespeare ou dans une pièce de Beckett, aux côtés de Michel Bouquet, ou encore dans une pièce de Sacha Guitry, en 1985, Le Veilleur de nuit, dans lequel l'acteur incarne le personnage de Jean, rôle joué d'ailleurs par Guitry lui-même en 1911, c'est en réalité avec Le Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline que l'acteur va commencer réellement à mettre en place un jeu singulier. C'est aussi la première fois qu'il adopte cette forme de représentation que l'on connaît aujourd'hui, à savoir le seul en scène. Donc nous sommes en 1986, et le spectacle qui lui a demandé 1 an de préparation solitaire se jouera d'abord à 18h30, ce qui pour l'acteur permet de dire les choses à plat. Donc en l'occurrence aujourd'hui 18h30 ce serait parfait, et il a lieu au théâtre Renaud-Barrault. Donc ce qu'il faut rappeler, pour ceux qui n'auraient pas entendu les chroniques précédentes, c'est que ce livre, Le Voyage au bout de la nuit, écrit en 1932, fut un des premiers livres lus par l'acteur et qui plus est, appris par cœur. Donc qu'est-ce qui fascine l'acteur dans cette œuvre et quelles sont ses motivations à le transposer à la scène ? Eh bien parce que Le Voyage est une œuvre orale. En effet, même s'il s'agit d'un récit écrit à la première personne, le personnage Bardamu raconte son expérience de la Première Guerre mondiale, du colonialisme en Afrique, des États-Unis de l'entre-deux-guerres et de la condition sociale en général, Céline, pour faire parler ce personnage et rendre compte ainsi du langage du peuple, ne va pas se préoccuper de la syntaxe, il va employer un langage parlé et user même parfois d'un vocabulaire familier, voire argotique. On a par exemple, donc c'est Bardamu qui parle, « En somme, tant qu'on est à la guerre, on dit que ce sera mieux dans la paix, et puis on bouffe cet espoir-là comme si c'était du bonbon, et puis c'est rien quand même que de la merde. » Donc à sa sortie, le roman fait scandale, on parle même d'une véritable bataille d'Hernani, parce qu'on se demande en effet ce que c'est que ce langage. Jean Palu dira même dans les Cahiers du Sud à l'époque qu'il s'agit d'un style heurté, vulgaire, un parti pris d'écrire comme on parle entre copains, les mains aux poches, le mégot au bec, le soir après le boulot, devant un apéro bien tassé.
En tout cas, on ne sait pas définir ce langage. Est-ce un langage parlé, un langage argotique, un langage populaire, voire même une langue populiste? Mais, et c'est là où Céline est un génie, dans le sens où il a inventé quelque chose, on parle aussi et pourtant d'une langue tout simplement célinienne. Donc, ce qui motive Lucchini à le restituer sur scène, et ce terme est important car c'est vraiment la base du travail de Lucchini, il ne dit pas Céline, il ne récite pas Céline, mais il le restitue. Ce qui le motive, c'est justement de rendre compte oralement ce qui, à la base, fut déjà écrit dans un langage parlé. Donc, écoutons ce que dit Lucchini déjà à propos de Céline. Alors, Céline, il hante toute la société, parce qu'il n'y a pas de journalisme sans Céline. Il n'y a pas Audiard sans Céline. Il n'y a pas les titres volontairement... il n'y a pas... la langue de Céline, alors là, réellement, on peut dire que c'est un génie, dans le sens où, avant lui et après lui, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question, ça. Les gens disent, c'est génial, Proust, c'est génial. Argumentons un tout petit peu, au lieu de dire des affirmations. Pourquoi c'est génial? Parce qu'il a restitué dans la langue écrite l'émotion de l'oralité. Qu'est-ce que ça veut dire l'oralité? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que c'est l'oralité? La puissance de l'émotion de l'oralité, quand il y en avait une, parce que là, à l'heure actuelle, on n'a pas l'impression que nos hommes politiques ont une puissance émotionnelle de l'oralité. Mais qu'est-ce que Céline pensait? Il pensait que quand on écrivait, tout s'aplatissait et que l'énergie ou l'émotion du langage parlé s'anéantissait dans l'écrit. Et lui a réussi quelque chose d'unique. Il a restitué dans la langue écrite l'émotion du langage parlé. Voilà, donc ce que va réussir également Lucchini en transposant cette œuvre sur scène, c'est qu'il va, donc en rendant à nouveau orale cette œuvre écrite, comme il vient de le dire, dans un langage parlé, il va répondre aussi en quelque sorte aux théories de l'homme de théâtre et de cinéma que vous connaissez sûrement, Louis Jouvet. C'est-à-dire qu'en rendant compte de l'oralité de l'œuvre, il va respecter ainsi la pensée de l'auteur et de l'état dans lequel celui-ci était au moment même de l'écriture. Jouvet disait en effet « Mettre en scène enfin, c'est servir l'auteur, l'assister par une totale, une aveugle d'émotion qui doit vous faire aimer son œuvre sans restriction. C'est trouver ce ton, ce climat, cet état d'âme qui a présidé chez le poète à la conception, à son écriture, source vive et flue, qui doit atteindre et innerver le spectateur et dont l'auteur lui-même n'a parfois ni science ni conscience. » Donc, ce qui se joue ici, c'est vraiment ça. Lucchini restitue oralement une œuvre déjà écrite dans un langage parlé. Il respecte ainsi l'origine de l'œuvre. Enfin, troisième critère qui rend singulier le jeu d'acteur de Fabrice Lucchini, c'est aussi cette particularité que nous retrouverons d'ailleurs par la suite et encore aujourd'hui dans tous ses spectacles seuls en scène, c'est le fait que dans ses œuvres, qui restent quand même des œuvres littéraires, aujourd'hui Lucchini dit La Fontaine, Nietzsche, Hugo, Zola, mais vu qu'il s'agit d'une narration, Lucchini parvient à jouer sans incarner de personnage. Donc c'est une autre marque de l'acteur qui fait appel à une autre manière de jouer, qui était en outre celle conseillée par son professeur Jean-Laurent Cochet, pour qui restituer par exemple les femmes de La Fontaine constituait surtout à ne pas jouer les personnages. Donc on a avec le voyage la genèse de ce que va être Lucchini sur scène, c'est-à-dire donc premièrement restituer, ne pas dire, ne pas réciter mais restituer, ensuite rendre compte de la pensée de l'auteur et de son état, presque physique, et d'une certaine manière ne pas jouer, ne pas incarner les personnages. Donc écoutons pour finir un extrait du Voyage au bout de la nuit. Figurez-vous qu'elle a été debout, leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et des belles encore, et des ports, et des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées, les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves. Elles s'allongent sur le paysage, enfin, elles attendent le voyageur. Tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se pâmait pas, non? Elle se tenait bien raide, là. Pas baisante du tout. Bien au-dessus des derniers étages, en haut, restait du jour, avec des mouettes. Ça, jamais aucun écrivain n'a écrit aussi bien. New York. Bien au-dessus des derniers étages, en haut,
restait du jour avec des mouettes. Lucchini. Merci Estelle pour cette chronique. Lucchini, un grand fan de Céline alors. Oui, entre autres. Et de Nietzsche. De Nietzsche, de Baudelaire, de La Fontaine, de Hugo, de Zola, enfin... Et dans ta chronique, tu as parlé du fait que lui, il souhaitait restituer la narration, la parole de l'auteur. C'est quoi la différence entre jouer et restituer ? Justement, c'est tout le travail qui distingue un peu Lucchini des autres acteurs. Par exemple, je sais pas moi, les comédiens classiques, comédies françaises, etc., qui vont, pour dire le texte, déclamer. Donc, c'est-à-dire, dire d'une façon un peu stylée, peut-être avec des stéréotypes, des penchants théâtraux, enfin voilà, des habitudes théâtrales. Alors que Lucchini, lui, ce qui va vraiment sur quoi il va se concentrer, c'est vraiment sur la sonorité des mots pour rendre compte de la langue, en fait, comme une musique en fait des mots, et le lien entre le texte et la manière orale dont il va le dire. Céline, un auteur très controversé, il est souvent au cœur de polémiques depuis des années, ça revient souvent médiatiquement. Est-ce que c'est un auteur que tu as lu, que tu apprécies ? Du coup, je m'y suis intéressée beaucoup quand j'ai commencé à travailler sur Lucchini, mais non, j'avais pas trop lu. Après, c'est particulier dans le sens où c'est vraiment, comme je disais, une langue orale. Bon, après, bien sûr, il y a toutes les polémiques qui s'en suivent sur ces pamphlets antisémites après par la suite. Mais justement, par rapport à ça, Lucchini, ce qu'il disait, c'était que ce qu'il aimait chez Céline, c'était l'œuvre, mais pas l'homme. Et toi, tu es d'accord avec cette distinction qu'il faut faire entre une œuvre artistique et pas forcément l'associer directement avec la personne, enfin mettre de côté l'aspect personnel et intime de la personne et prendre en compte que l'œuvre ? Oui, après, il y a des limites quand même, parce que on est toujours un peu plus réfractaire après à ce qu'écrit l'écrivain, si on sait des choses. Mais c'est vrai que c'est comme un poète, quoi, en fait, qui serait s'attacher plus à l'écriture, à ce que ça raconte que ce que ça dégage, quoi. Et Éline et Claire, est-ce qu'il y a déjà eu un auteur ou une personnalité qui a réalisé une œuvre, disons, artistique et qui après a peut-être dit quelque chose ou fauté, entre guillemets, qui vous a un peu fait perdre intérêt dans ses œuvres ? Alors moi j'adore chercher sur la vie des auteurs ou des acteurs. Ça me passionne vraiment parce que je pense que ça explique beaucoup de choses et parfois ça peut aussi rajouter l'intérêt. Et alors moi ça s'est passé avec Miles Davis parce que j'adore Miles Davis. En fait j'ai appris qu'il a une vie pas forcément très simple. Et j'avoue que ça va un peu gâcher le plaisir, mais finalement, la musique reste la musique, quoi. C'est toujours aussi fabuleux, même si la vie de l'artiste en question n'est pas aussi extraordinaire, mais parfois on reste sur ce qu'on aime d'un artiste et on arrive à faire fi de l'arrière-plan, quoi. Et toi, Claire ? Alors moi, je suis en total désaccord avec les gens comme Sainte-Beuve qui considèrent qu'une œuvre ne doit être vue qu'au prisme de son auteur. Pour moi, à partir du moment où on a créé une œuvre, elle ne nous appartient plus et elle est à celui qui la lit ou qui la découvre. Et moi, un de mes poètes préférés, c'est Verlaine, qui tabassait allègrement sa femme et a fait un peu n'importe quoi dans sa vie. Donc voilà. Et c'est un débat très d'actualité par rapport à J.K. Rowling aussi, des choses comme ça. Non, moi je trouve qu'il faut quand même... alors forcément, il y a toujours un peu de l'artiste, on retrouve cette violence chez Verlaine, bien sûr, mais je pense que si on commence à se priver de certains artistes parce que le type n'était pas... moi je vais au-delà en tout cas. Et des fans d'Harry Potter autour de la table qui ont été déçus ? Non. Personnellement, j'ai jamais été trop fan d'Harry Potter. Mais non plus. Tout va bien alors. Allez, je vous propose de faire une petite pause avec le titre Renegade Breakdown de Mary Davidson et on revient tout de suite.